Dans le monde scintillant du show-business, les relations naissent souvent dans l'éclat fugace des projecteurs, mais certaines s'enracinent dans des silences partagés, défiant le temps et les conventions. L'histoire de Diana Ross et Michael Jackson est de celle-là. Un lien unique, vibrant, mêlant admiration, affection et un amour inavoué, tissé avec soin sur des décennies tumultueuses. Ce n'est pas un ragot de tabloïd ni une romance scénarisée pour les caméras, mais une saga intime où mentorat, fascination et émotions indicibles se croisent dans une danse complexe. De leur rencontre électrique à Motown en 1969 à une confession murmurée en 2025, plongée dans une connexion qui a façonné deux icônes légendaires et résonne encore aujourd'hui comme une mélodie inachevée, suspendue dans l'éternité. Le show-business est un univers impitoyable, un tourbillon où les projecteurs éblouissants, les foules en délire et les contrats mirobolants façonnent des alliances aussi fragiles que des châteaux de cartes. Les amitiés y naissent dans l'urgence des collaborations, dans les éclats des galas somptueux où les flashs crépitent, ou dans les promesses chuchotées dans des studios enfumés, mais elles s'évanouissent souvent sous la pression des agendas surchargés, des rivalités tacites ou des trahisons médiatiques. Pourtant, au cœur de ce chaos scintillant, certaines relations transcendent les feux de la rampe, s'enracinant dans des moments volés, des regards complices, des silences lourds de sens qui parlent plus fort que les déclarations publiques ou les gros titres racoleurs. L'histoire de Diana Ross et Michael Jackson est l'une de ces raretés, une connexion qui défie les étiquettes. Mentorat, amitié, amour, pour devenir une légende à part entière, un fil invisible tendu entre deux âmes exceptionnelles à travers les décennies tumultueuses de leur vie, marquées par des triomphes éclatants, des blessures cachées et des rêves inachevés. Tout commence en 1969, dans les couloirs vibrants de Motown Records, à Détroit, un lieu mythique où la soul, le R&B et la pop fusionnent pour créer une révolution musicale qui redéfinit l'Amérique et au-delà. Motown, sous la houlette visionnaire de Berry Gordy, n'est pas qu'un label. C'est un mouvement culturel, un pont entre les communautés, un rêve d'ascension pour les artistes afro-américains dans un pays fracturé par les tensions raciales et les barrières sociales. Les studios bourdonnent d'énergie, les murs résonnent des voix de Marvin Gaye, des Temptations et des Suprêmes, tandis que les ingénieurs du son et les chorégraphes s'agitent pour capturer la magie d'une époque. Michael Jackson, un garçon de 9 ans originaire de Gary, Indiana, arrive dans cet univers avec ses frères, les Jackson 5, un groupe d'enfants prodiges repéré par le musicien Bobby Taylor et signé par Gordy après une audition électrisante dans une salle de répétition baignée de lumière tamisée. Michael est timide, presque perdu, ses grands yeux scrutant ce monde d'adultes avec une curiosité mêlée d'appréhension. Sa voix cristalline, d'une pureté presque surnaturelle, et ses pas de danse instinctifs, hérités des heures de répétition sous la férule stricte de son père Joe, captivent instantanément. Mais il reste un enfant, un diamant brut, façonné par une discipline rigoureuse dans une famille modeste où les rêves de gloire étaient un pari audacieux contre la grisaille industrielle de Gary, une ville ouvrière où l'horizon semblait souvent bouché par les cheminées d'usine. Diana Ross, à 25 ans, est l'antithèse de cette fragilité juvénile. Elle est une supernova, une étoile au firmament de Motown. Tout juste libérée des suprêmes, dont les tubes intemporels comme Baby Love, Stop, In the Name of Love et You Can't Hurry Love ont redéfini la pop avec leurs harmonies soignées et leur énergie contagieuse. Elle incarne le glamour, la résilience et la force. Sa voix veloutée, capable de passer de la douceur caressante à l'intensité dramatique en une note, son charisme magnétique qui électrise les foules lors de concerts enfiévrés, et son élégance sophistiquée, avec ses robes scintillantes et ses coiffures impeccables, en font une icône incontestée. Dans un Hollywood encore marqué par les préjugés raciaux, où les opportunités pour les artistes noirs restent limitées, elle brise les barrières avec une grâce féline, collectionnant disques d'or, nominations aux Grammy et regards admiratifs des critiques. Muse de Gordy, avec qui elle partage une vision d'Empowerm, elle est plus qu'une chanteuse. Elle est un symbole, une femme qui navigue l'industrie avec une intelligence aiguë, protégeant sa vie privée des appétits voraces des tabloïds avides de scandales. Leur rencontre, en 1969, est un moment d'alignement cosmique, comme si le destin avait orchestré une collision parfaite entre deux trajectoires. Lors d'une audition dans une salle de répétition enfumée, Michael, nerveux, se tient en retrait, ses petites mains crispées sur un micro improvisé, son cœur battant sous la pression. Quand il chante, sa voix s'élève, pure et émouvante, comme un rayon de soleil perçant les nuages, figeant l'assemblée, cadre en costume, musicien curieux, producteur aux regards aiguisés, dans un silence stupéfait. Diana, assise au premier rang, est touchée au plus profond. Elle voit en ce garçon non pas un simple talent à polir, mais un miroir de sa propre ascension depuis les quartiers modestes de Détroit, où elle chantait dans des chorales d'église avant de conquérir le monde. Il avait cette flamme, vulnérable mais puissante, qui me rappelait mes débuts, confiera-t-elle des années plus tard, les yeux brillants de nostalgie. Berry Gordy, flairant un phénomène, décide de lier leur image pour maximiser l'impact. Le premier album des Jackson 5 s'intitule Diana Ross, présence de Jackson 5,
Un coup marketing brillant qui capitalise sur la renommée de Diana pour propulser le groupe. Pour Michael, ce n'est pas une façade publicitaire. Diana m'a sauvé, dira-t-il dans une interview rare, la voyant comme une guide, une protectrice, presque une figure maternelle dans un monde intimidant où il se sent parfois englouti par les attentes démesurées d'un label en pleine expansion et d'un père inflexible. Leur lien se forge avec une rapidité presque surnaturelle, comme si leurs âmes se reconnaissaient avant même que les mots ne soient échangés. Quand les Jackson 5 s'installent à Los Angeles, abandonnant les hivers rudes de Gary pour le soleil éternel d'Hollywood, Michael trouve refuge dans la maison de Diana, nichée dans les Hollywood Hills, avec une vue panoramique sur les lumières scintillantes de la ville, un tapis d'étoiles artificielles qui contraste avec la simplicité de son passé. Loin des hôtels impersonnels où logent les autres artistes, il découvre un havre, des meubles élégants, des tapis moelleux, des murs ornés de disques d'or et de photos glamour. Diana l'accueille avec une générosité maternelle, préparant des plats soul food, poulet frit croustillant, macaroni crémeux fondant, légumes mijotés avec des épices du Sud qu'ils partagent lors de soirées détendues devant une télévision diffusant des variétés ou des vieux films en noir et blanc. Ces moments domestiques, d'une simplicité désarmante, contrastent avec la discipline militaire imposée par Joe Jackson, qui chronométrait chaque répétition comme un sergent. Michael, souvent silencieux en public, se détend dans cet espace, riant aux éclats, posant des questions naïves sur le showbiz, absorbant l'aura de Diana comme une éponge. Son perfectionnisme le fascine. Il l'observe, presque hypnotisé, ajuster son maquillage avec une précision chirurgicale devant un miroir orné, répéter un pas de danse jusqu'à l'épuisement dans son salon spacieux, dicter les angles de caméra lors d'une séance photo pour capturer son éclat sous la lumière parfaite. Souris avec ton cœur, pas juste tes lèvres, lui enseigne-t-elle, une leçon qu'il grave dans son âme. Elle lui apprend à commander une scène, à transformer sa timidité en magnétisme, à occuper l'espace comme si le monde lui appartenait. Michael absorbe tout, sa démarche assurée, son rire perlé qui emplit la pièce, sa capacité à transformer une interview banale en une performance captivante. Ses leçons, données dans l'intimité d'un salon baigné de lumière californienne ou lors de promenades tranquilles dans les jardins luxuriants de la villa, façonnent l'artiste qu'il deviendra, un performeur qui transcendra la scène avec une présence unique, mêlant vulnérabilité et invincibilité. En 1971, Michael, âgé de 13 ans, fait ses débuts solo dans Diana. Une émission télévisée prime-time célébrant Ross, diffusée devant des millions de téléspectateurs à travers l'Amérique. Sur une scène illuminée par des projecteurs dorés, il chante Got to be there, sa voix d'ange perçant l'air, ses pas fluides défiant son jeune âge. Le public est conquis, voyant en lui un prodige destiné à la grandeur. En coulisses, Diana est omniprésente, une force discrète mais essentielle. Dans son salon, elle répète avec lui pendant des heures, corrige une inflexion vocale, ajuste une posture, le guide pour que chaque geste soit naturel mais percutant. « Tu es une star, bébé, possède-la », murmure-t-elle, ces mots comme un baume sur les doutes d'un adolescent propulsé trop tôt dans un monde adulte. Dans une interview de l'époque, elle le décrit comme un frère. « Il m'admire tellement, je veux être un exemple pour lui montrer le chemin avec intégrité. » La presse s'empare de cette image sororale, publiant des photos d'eux riant ensemble lors de répétitions, renforçant le mythe Motown comme un label familial où les stars s'entraident. Mais pour Michael, c'est plus profond. Il mémorise chaque détail d'elle, la courbe de son sourire, la grâce de ses gestes, le timbre chaud de sa voix, avec une intensité presque obsessive, comme un disciple devant une déesse. Germaine, son frère aîné et confident, confiera plus tard, il l'idolâtrait, au-delà du familial. C'était une dévotion qui le consumait, presque comme un premier amour. Les proches perçoivent un non-dit, une tension subtile dans leurs regards échangés, un courant sous-jacent qui échappe aux caméras. Pourtant, aucun scandale n'éclate. Leur lien reste discret, un échange intime entre une diva au zénith de sa gloire et un prodige en devenir, un secret précieusement gardé loin des tabloïds avides de sensationnel. Les années 1970 voient leur connexion s'approfondir dans les coulisses du showbiz, loin des regards indiscrets. Michael, désormais adolescent, navigue les tourments complexes de la puberté sous un microscope médiatique impitoyable. Les Jackson 5 enchaînent les tubes ABC, The Love You Save, ILL Be There, des chansons qui capturent l'énergie contagieuse de la jeunesse tout en touchant des thèmes universels d'amour et d'espoir avec une simplicité émouvante. Mais Michael, étouffé par l'ombre collective de ses frères et la férule de son père, aspire à l'indépendance, à une identité qui lui soit propre. Diana, qui a tracé ce chemin en quittant les suprêmes pour une carrière solo éclatante, est son modèle. Avec des albums comme Lady Sings the Blues, où elle incarne Billie Holiday avec une intensité dramatique qui lui vaut une nomination aux Oscars, elle montre ce qu'une artiste noire peut accomplir dans un monde encore réticent. Ils se croisent lors de galas Motown, dans des salles ornées de lustres où le champagne coule à flot et où les stars se mêlent aux magnats de l'industrie.
Ils partagent des dîners discrets dans des restaurants feutrés de Los Angeles, aux tables éclairées par des chandelles, discutant de musique, de rêves, des pièges de la gloire. Michael lui confie ses peurs les plus intimes, la tyrannie de son père, qui le pousse jusqu'à l'épuisement, la solitude des tournées interminables à travers des villes anonymes, le spectre d'un burnou dans un corps encore fragile. La gloire est un piège, bébé, répond-elle, ces mots ciselés par des années de bataille dans l'industrie. Dompte-la avant qu'elle te dévore, ou elle te laissera en cendres. Ces échanges, simples mais profonds, tissent un filet de sécurité pour Michael, un espace sacré où il peut être vulnérable sans craindre d'être jugé ou exploité. En 1978, The Wiz, une relecture afro-américaine audacieuse et vibrante du Magicien d'Oz, marque un tournant décisif dans leur histoire. Réalisé par Sidney Lumet, avec une bande-son magistrale de Quincy Jones mêlant soul et funk, le film est une célébration éclatante de la culture noire, avec des décors urbains futuristes et une distribution stellaire. Michael, 20 ans, joue l'épouvantail, son premier grand rôle au cinéma, une chance de s'émanciper de l'image d'enfant star des Jackson 5. Diana, 34 ans, incarne Dorothée, une héroïne en quête d'identité, portée par une présence magnétique. À New York, où le tournage s'étend sur des mois intenses, ils choisissent de partager un appartement modeste à Manhattan, loin des hôtels luxueux où loge l'équipe. Cette décision surprend. Pas de bodyguard, pas de manager intrusif, juste eux, dans une bulle de normalité volée à la folie d'Hollywood. Dans cet espace exigu mais chaleureux, ils vivent comme des amis proches, cuisinant des plats simples, spaghettis à la sauce tomate, sandwichs improvisés, écoutant des vinyles de Stevie Wonder ou Marvin Gaye sur un vieux tourne-disque, riant de blagues privées qui les isolent du monde. Ils discutent de leur rôle, dissèquent les scènes du jour, partagent des souvenirs d'enfance. Michael évoque les nuits à Gary où il rêvait en écoutant la radio, Diana raconte ses débuts dans les chorales de Détroit. Ces moments, d'une intimité rare, renforcent leurs liens, effaçant les barrières entre la star établie et le jeune artiste en quête de lui-même. Sur le plateau, leur complicité est palpable, presque tangible. Ils arrivent ensemble, souvent dans la même voiture aux vitres teintées pour éviter les paparazzis, mangent côte à côte à la cantine du tournage, partageant des assiettes de nourriture chinoise ou des sandwichs froids. Diana l'appelle bébé, un surnom affectueux qui le fait sourire, un éclat rare pour un jeune homme connu pour sa timidité maladive. Michael, qui évite souvent les regards en public, se détend en sa présence, son rire fusant librement, ses épaules relâchées comme si elle était un antidote à ses anxiétés. Une costumière se souvient d'un moment où Diana ajustait le col de la chemise de Michael avec une tendresse presque maternelle, ses doigts s'attardant une seconde de trop, un geste chargé d'une signification indicible. Un éclairagiste note comment leurs ombres dansaient en tandem sous les projecteurs lors des répétitions, comme une chorégraphie invisible. Les murmures circulent parmi l'équipe, techniciens, maquilleurs, assistants. C'est plus qu'une amitié, non. Mais personne n'ose poser de questions directes. Leur intimité est un sanctuaire, protégée des ragots vulgaires et des flashs indiscrets des paparazzis embusqués. Ce qu'ils partagent dans cet appartement, derrière des portes closes, reste un mystère, scellé par un pacte tacite de discrétion. Aucun scandale ne fuite, aucun tabloïd ne capture de photos compromettantes. Juste une connexion pure, authentique, un cocon tissé de silences éloquents et de gestes subtils. Pour Michael, The Wiz est plus qu'un film. C'est un pivot existentiel, un passage vers l'âge adulte. À 20 ans, il n'est plus l'enfant star des Jackson 5, avec ses chemises à paillettes et ses chansons bubblegum, mais pas encore l'icône planétaire qu'il deviendra. Il lutte pour se définir, pour briser l'étiquette juvénile qui le colle à la peau. Diana, qui a tracé ce chemin en quittant les suprêmes pour une carrière solo audacieuse, est son rock, son guide. Dans leur appartement, ils partagent des démos pour Off the Wall, son premier album solo majeur, un projet qui marquera son émancipation. Michael joue des cassettes brutes, des paroles griffonnées sur des serviettes de restaurant ou des bouts de papier froissé, sa voix hésitante cherchant l'approbation. Diana écoute, concentrée, les yeux mi-clos, comme une prêtresse déchiffrant un oracle. Elle critique sans ménagement. « C'est trop doux, bébé, fais saigner tes chansons, infuse-les de ta douleur. » Elle l'aide à peaufiner des hooks, à sculpter des paroles pour qu'elles résonnent avec une vérité viscérale. Ces séances, dans la lumière tamisée d'une lampe, sont des confessions intimes. Michael se met à nu, offrant son art et son âme à celle qu'il admire le plus. Un assistant, témoin discret, note. Avec elle, il aimait sans masque, comme libéré de ses chaînes. En public, Michael devient plus introspectif, moins souriant sous les flashs, mais en privé, une sérénité nouvelle l'habite, comme si Diana apaisait les tourments qui le hantaient. Elle, fidèle à sa réserve légendaire, n'alimente pas les rumeurs. Leur lien, mêlant art et âme, reste leur secret, un trésor gardé jalousement loin des regards indiscrets.
Les années 1980 propulsent Michael au firmament de la célébrité mondiale. Thriller, sorti en 1982, redéfinit la pop, brisant les barrières raciales et culturelles avec des clips révolutionnaires comme Billy Jean, avec son rythme hypnotique, Beat It, mêlant rock et funk, et Thriller, un chef-d'œuvre visuel qui terrifie et fascine. Il devient le roi de la pop, une icône planétaire, dominant les charts et les écrans. Mais son cœur reste ancré à Diana, une constante dans le chaos de la gloire. En 1981, dans une interview à Ebony, il lâche une bombe qui secoue l'Amérique. Diana Ross est ma femme idéale. Je l'aime. À 24 ans, ces mots, prononcés avec une gravité inhabituelle, choquent. Diana, 37 ans, mère de 2 filles et 2 fois divorcée, naviguant ses propres batailles personnelles, garde un silence élégant. Les médias s'agitent, spéculant sans fin. Caprice juvénile d'un jeune prodige? Coup de pub calculé pour Thriller? Les proches savent que c'est sincère, ancré dans une vérité profonde. Germaine, dans une confidence ultérieure, révèle « Il la voyait comme sa petite amie idéale, jaloux de ses relations. Il souffrait en silence quand elle était avec un autre. » Michael, possessif, vit cet amour comme une flamme qui le consume sans jamais s'éteindre, une passion qu'il garde enfouie sous sa façade de superstar. En 1985, le mariage de Diana avec Arne Næss Jr. Un magnate norvégien prospère et père de famille, est un coup de poignard pour Michael. La cérémonie, dans un château alpin en Suisse, est intime, réservée à la famille proche et à quelques amis triés sur le volet, sous un ciel clair et des montagnes enneigées. Michael, absent, ne peut masquer sa douleur. Dans une interview rare, il avoue avec une franchise désarmante « J'étais jaloux, profondément. Je l'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. » À 27 ans, il se replie sur lui-même, annulant des sessions studio cruciales pour Thriller, repoussant des apparitions promotionnelles, évitant les projecteurs qui l'ont si longtemps adulé. La douleur d'un amour non réciproque le ronge, une blessure invisible sous l'éclat de sa gloire. Le public voit une superstar invincible, mais en coulisses, c'est un jeune homme aux prises avec un cœur brisé, une flamme qui brûle sans espoir de retour. Diana, fidèle à sa dignité, ne commente pas. Son silence, loin de nier, protège leur lien des torchées inquisitrices des tabloïds. Ce n'est pas un scandale hollywoodien, pas un drame de soap-opéra. Juste une vérité humaine, un amour réel, mais impossible à vivre pleinement dans un monde où chaque geste est scruté. Sa musique devient son exutoire, un refuge où il peut confesser l'inconfessable. En 1987, Dirty Diana, de l'album Bad, est un cri codé, un tourbillon de guitares hurlantes et de paroles fiévreuses évoquant une séductrice manipulatrice. Le titre n'est pas anodin. Le copyright est déposé le jour exact du mariage de Diana, une coïncidence trop précise pour être fortuite. Michael nie tout lien personnel, décrivant une groupie fictive, mais les initiés savent. Germaine dira plus tard, c'était sa douleur, son deuil, un moyen d'exorciser sa jalousie. En concert, il interprète la chanson avec une intensité cathartique, comme s'il libérait un démon intérieur devant des stades en délire, les fans hurlant sans saisir la profondeur de son tourment. En 1991, Remember the Time, sur Dangerous, prend une tonalité radicalement opposée. Une ballade R&B nostalgique, portée par des cuivres funky et des beats hypnotiques. Do you remember the time when we fell in love? Chante-t-il, évoquant un amour impossible, figé dans les souvenirs. Le clip, somptueux, place Michael en pharaon courtisant une reine inaccessible, jouée par le mannequin Iman, dans un palais égyptien opulent. Les symboles sont clairs, une distance royale, une conquête vouée à l'échec. Germaine confirme, c'est pour Diana, un hommage tendre à leur passé. Ses chansons, miroir d'émotions contraires, colère ardente dans Dirty Diana, tendresse mélancolique dans Remember the Time, canalisent un amour qu'il ne peut vivre ouvertement. La musique devient son sanctuaire, un espace où il confesse sans crainte, transformant sa douleur en hymne universel qui touche des millions d'âmes à travers le monde. Les années 1990 et 2000 plongent Michael dans un tourbillon de controverses, procès médiatisés, tabloïds voraces disséquant sa vie privée, batailles acharnées pour la garde de ses enfants, Prince, Paris et Blanquet. Pourtant, Diana reste une constante, un phare immuable dans la tempête. En 2002, il rédige son testament, un document aride listant des dispositions légales. Parmi elles, un détail poignant. Si sa mère Catherine ne peut s'occuper de ses enfants, Diana Ross est désignée tutrice. Pas un frère comme Germaine, malgré leur lien fraternel, pas des Biro, mère biologique de 2 de ses enfants, mais Diana, gardienne de ses secrets les plus intimes. Ce choix parle, une confiance absolue, forgée dans des décennies de silence partagé, de moments volés dans des appartements new-yorkais, de confessions murmurées lors de nuits blanches. Diana n'a jamais trahi cette confiance, n'a jamais vendu d'anecdotes aux tabloïds,
n'a jamais exploité leur histoire pour un gain égoïste. Après sa mort tragique en 2009, à 50 ans, d'une overdose accidentelle de propofol dans sa demeure de Los Angeles, Diana pleure publiquement « Mon cœur souffre. C'est trop soudain, trop choquant ». Ces mots, brefs mais déchirants, résonnent. Son nom dans le testament, révélé plus tard, hurle ce que ses silences protégeaient. Un lien indéfectible, un amour qui transcende la mort. À Neverland, son ranch féerique où il s'échappait dans un monde de rêves enfantins, une pièce secrète intrigue le personnel. Tapissée de photos de Diana, des suprêmes en robe scintillantes à ses galas en robe de couturier, elle est surnommée la salle Diana. Pas un hôtel kitsch, mais un sanctuaire intime, un espace où Michael conservait un éclat de cet amour inachevé, préservé contre les assauts du temps. En 2025, à 81 ans, Diana brise le silence lors d'une conversation familiale dans sa villa de Malibu, baignée de soleil, où les vagues de l'océan Pacifique murmurent en fond. Entourée de ses enfants et petits-enfants, dans une atmosphère de rire et de thé fumant, elle parle avec une sérénité mûrie par les ans. Michael m'aimait d'une façon qu'on ne peut nommer, dit-elle, la voix calme, sans théâtralité ni larmes calculées. À la question posée par un proche curieux, « L'avez-vous aimé en retour ?» Elle marque une pause, fixant sa tasse de thé, les volutes de vapeur dansant comme des souvenirs. J'avais une immense tendresse pour lui, une affection profonde, sincère, mais pas comme lui m'aimait, avec cette intensité dévorante, répond-elle avec une honnêteté désarmante. Je l'ai protégé en gardant mes distances, pour ne pas briser ce qu'il voyait en moi. Ce choix, mûri par la sagesse, visait à préserver Michael d'une douleur plus grande. Elle savait que répondre à son amour, avec la passion qu'il offrait, aurait pu rompre l'équilibre fragile de leur lien, dans un monde où chaque geste était scruté, chaque mot disséqué. Leur histoire, de la rencontre électrique à Motown en 1969, aux nuits intimes de The Wiz, des chansons codées aux aveux publics, de l'absence au mariage de Diana au testament liant leur destin, à cette pièce secrète de Neverland, n'est pas une romance classique avec des déclarations fleuries ou un happy end hollywoodien. C'est un lien indéfectible, tissé d'admiration, de sacrifice, d'un amour inachevé qui transcende les étiquettes et le temps. L'histoire de Diana Ross et Michael Jackson n'est pas une romance hollywoodienne, mais une toile d'admiration, de silence et d'amour inachevé. Ni scandale ni conte de fées, c'est un attachement réel, trop complexe pour les étiquettes. En 2025, Diana confirme ce que les chansons de Michael murmuraient, un amour vivant dans l'ombre, éternel dans son incomplétude. Leur lien, une note suspendue, interroge. Était-ce de l'amour, ou plus profond encore? Partagez vos pensées, et que cette histoire résonne.